Cela ressemble davantage à une guerre d'usure, proche de la Première Guerre mondiale. Sur le champ de bataille, une fois qu'un réseau intégré relie les structures de commandement, la surveillance par des capteurs sans pilote, du sol jusqu'à l'espace, et des systèmes de frappe interconnectés, la dynamique change radicalement. Historiquement, les Russes ont toujours disposé d'un arsenal important de frappes à longue portée. Et une fois ces systèmes mis en réseau, les manœuvres ennemies deviennent quasi impossibles. À moins, bien sûr, que l'adversaire ne dispose d'une puissante force aérienne et de défense antimissiles solides. C'est exactement ce que les Russes ont fait en Ukraine. J'espère que les gens écouteront le président Trump et prendront conscience de la gravité de la situation sur le champ de bataille. Mais honnêtement, je doute que beaucoup réalisent à quel point le contexte est terrible. Et cette réalité risque de perdurer jusqu'au 20 janvier. La vraie question est la suivante. Le président pourra-t-il reprendre le contrôle de cet État profond voyou, largement constitué des services de renseignement et de leurs alliés au Congrès? Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des mises à jour cruciales venant directement des lignes de front en Ukraine, où les capacités de l'OTAN et la détermination ukrainienne sont mises à rude épreuve. Un véritable test ultime, avec des troupes en déroute et des pertes dramatiques. Tur vous présentera les faits de manière claire et sans détour, avec peut-être une pointe de sarcasme là où il le faut. Le colonel Douglas McGregor, un expert reconnu, a souvent mis en lumière les problèmes structurels de ce conflit. Voyons cela ensemble. Allons-y. Premier arrêt. Pouski. Commençons par une brigade mécanisée ukrainienne fraîchement formée par l'OTAN, la 155e brigade mécanisée. Elle a connu sa première bataille. Et soyons honnêtes, cela ne s'est pas du tout passé comme prévu. Le colonel McGregor a souvent averti des dangers d'envoyer des troupes insuffisamment prêtes au combat. Une recette parfaite pour le désastre. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Les détails. Formée en France et équipée d'armes occidentales, devait représenter le summum de la collaboration militaire entre l'Ukraine et l'OTAN. Mais au lieu de ça, nous avons assisté à un effondrement total. Sur 3000 soldats, environ 1700 ont déserté après leur premier affrontement avec les forces russes. Imaginez, 2/3 d'une brigade fuient le champ de bataille. Selon des sources ukrainiennes, cet effondrement n'était pas uniquement causé par la peur. Il s'agissait aussi d'un problème de leadership. Le commandant de la brigade a été immédiatement démis de ses fonctions. Pire encore, un chef de bataillon, submergé par le stress, a succombé à une crise cardiaque sur le champ de bataille. Ce n'était pas seulement une tragédie humaine, c'était aussi un désastre total en matière de commandement. Et quand le leadership échoue, le moral s'effondre. Pourquoi cet échec? La réponse est simple, un manque total de préparation. Les rapports indiquent que de nombreux soldats étaient des civils contraints au service militaire, avec moins de 2 semaines de formation avant d'être envoyés au front à Pokrovski. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais tenu une arme se retrouver confronté à l'artillerie russe et à des soldats expérimentés. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de survie. Contexte crucial. Pokrovski. Pokrovski est une zone stratégique clé pour les forces russes. Les troupes russes présentes sur place sont chevronnées, bien équipées et positionnées de manière stratégique. Ce n'est pas un endroit où vous envoyez des soldats à peine formés avec un équipement qu'ils ne savent pas utiliser. Même avec des armes avancées fournies par l'OTAN, des troupes mal préparées ne peuvent pas tenir tête à un adversaire déterminé, bien organisé et expérimenté. Résultat prévisible, Kramatorsk et Kupiansk. Passons maintenant à Kramatorsk et Kupiansk, deux autres zones critiques. La stratégie russe, axée sur une puissance de feu écrasante, a transformé ces régions en véritables cauchemars pour les troupes ukrainiennes. Des offensives mal planifiées et insuffisamment soutenues se soldent par des pertes massives. Les Russes continuent d'utiliser une approche méthodique. Ils préfèrent une guerre d'usure,
où chaque mouvement est soigneusement calculé pour anéantir les forces adverses. 6 missiles, Ouais. c'est beaucoup 6 missiles, surtout que le F-16 en question ne portait lui que 4 missiles. Que 4 missiles. Alors comment c'est possible? Retour le 13 décembre dernier. Je vais tout vous raconter, mais on commence par le début. D'accord. Ce jour-là, dans le ciel du pays, les Russes mènent une attaque massive, c'est leur propre mot, notamment dirigée contre les infrastructures énergétiques. 200 drones et 94 missiles sont lancés. À bord de son F-16, le pilote ukrainien décolle pour tenter d'en intercepter quelques-uns. Sous les ailes de son avion, il y a 4 missiles. Vous les voyez ici, les F-16. Ce sont des images d'archives, mais ça vous permet de voir comment ils sont. Sous les ailes de cet F-16, donc, il y a 4 missiles, 2 à courte portée, 2 à moyenne portée. Ce sont ces deux-là, à moyenne portée, qu'il commence par lancer. Il touche ces 2 premières cibles. Puis il se rapproche des 2 autres cibles pour pouvoir les viser avec ses missiles à plus courte portée. Là aussi, il les atteint toutes les 2. Il n'a donc plus de missiles à son bord et plus beaucoup de carburant dans son réservoir, mais sur sa route, il aperçoit une autre cible qui se dirige vers Kiev. Et pourquoi pas, se dit-il. D'accord, mais avec quoi alors? Alors avec quoi il sait qu'il a une arme Joker dans son avion, car en plus des missiles, le F-16 porte un canon de 20 mm chargé d'obus, vous le voyez ici sur mon schéma. C'est avec ce canon qu'il décide de tirer sur la cible. La manœuvre est dangereuse, car il doit s'approcher. Je vous rappelle qu'il n'a plus de missiles, et en cas d'explosion, son avion peut partir en fumée. Mais surtout, c'est une manœuvre qu'il n'a jamais réalisée en vrai. Ce pilote a été formé récemment aux États-Unis, on lui a enseigné cette technique, mais il l'a pratiquée uniquement sur simulateur. La kill zone, un piège mortel parfaitement orchestré. Imaginez un champ de bataille transformé en véritable piège. Les forces russes ont créé ce que les experts militaires appellent une kill zone, un espace où tout mouvement ennemi devient synonyme de mort certaine. L'artillerie russe, combinée à une flotte de drones en reconnaissance constante, change complètement la donne. Le colonel Douglas MacGregor le souligne, ce n'est plus une guerre classique. C'est une guerre de précision moderne. Entre le 29 décembre et le 1er janvier, les forces ukrainiennes ont payé le prix fort. Près de 1200 soldats ont été éliminés dans cette zone stratégique. Ce chiffre n'est pas qu'une statistique. C'est un rappel brutal du pouvoir dévastateur d'une coordination parfaite entre l'artillerie et les drones russes. En plus de ces pertes humaines, 10 camions, 7 véhicules blindés et 3 lanceurs de drones ukrainiens ont été détruits. Mais le plus inquiétant réside dans la manière dont ces pertes ont eu lieu. Les Russes ont perfectionné un modèle de guerre basé sur des frappes d'artillerie incessantes, appuyées par une reconnaissance en temps réel fournie par des drones. Et ces drones ne sont pas de simples outils de surveillance. Certains sont des drones kamikazes capables de livrer des frappes précises, tandis que d'autres transmettent en direct les mouvements ennemis aux artilleurs russes. Le résultat, un champ de bataille où tout mouvement devient presque impossible sans être immédiatement ciblé. Les forces ukrainiennes envoyées dans ces zones se retrouvent piégées. Encerclées sur 3 côtés, chaque voie d'évacuation est sous surveillance constante et ciblée. Ce n'est pas seulement un piège physique, c'est un piège psychologique. Les soldats ukrainiens savent que chaque tentative de regroupement ou de retraite pourrait se solder par une oblitération totale. Et ce qui rend cette approche encore plus redoutable, c'est son efficacité. Les unités d'artillerie russes fonctionnent par rotation, permettant de maintenir un feu constant sans épuiser leurs équipes. Certains soldats russes comparent même cette routine à un entraînement de musculation. Charger, viser, tirer, encore et encore, inlassablement. Pendant ce temps, les opérateurs de drones, bien protégés dans des positions fortifiées, guident les frappes tout en sirotant leur thé. C'est une machine de guerre bien huilée. L'échec ukrainien dans ces zones met en lumière des problèmes bien plus larges. Les troupes envoyées sur ces lignes de front manquent souvent d'équipements adéquats et de coordination. L'Occident continue d'envoyer des armes avancées, mais sans résoudre ces failles stratégiques. Ces livraisons s'avèrent inefficaces. La réalité est simple. La technologie seule ne gagne pas les guerres. Ce sont les soldats, bien formés et bien encadrés, qui font la différence. Et cela se vérifie sur le terrain. L'année 2024 démarre avec une vérité difficile à ignorer. La Russie a déjà repris plus de 3367 km² de territoire depuis le début de l'année. Pour mettre cela en perspective, c'est une superficie plus grande que de nombreux pays. Ce ne sont pas quelques villages isolés, c'est une part significative du territoire ukrainien qui est passé sous contrôle russe. Et ces avancées n'ont pas eu lieu dans le chaos des premiers jours du conflit.
Elles se sont produites pendant la deuxième année de la guerre, montrant une approche calculée et méthodique. Même le New York Times a dû reconnaître que la vitesse de ces gains territoriaux est la plus rapide depuis les premiers mois de la guerre. Le récit selon lequel la Russie serait à bout de souffle ou manquerait de ressources ne tient plus. Ce que nous voyons, c'est une machine militaire qui s'est adaptée, perfectionnée et qui continue d'avancer implacablement. Ces succès russes mettent en lumière une autre réalité. Les failles dans la stratégie de défense ukrainienne. Au lieu de mener des efforts cohésifs et coordonnés pour reconstruire leurs forces, les dirigeants ukrainiens semblent disperser leurs ressources, espérant des percées là où les conditions ne le permettent pas. La réalité sur le terrain est implacable. Et pour ceux qui se battent à Kramatorsk, Kupiansk et Pokrovski, la guerre d'usure russe ne montre aucun signe de ralentissement. L'Ukraine comptait sur l'arrivée de renforts pour maintenir ses positions. Pourtant, la réalité sur le terrain est bien différente. Des unités de soldats venus de différentes brigades sont envoyées en première ligne pour combler les lacunes. Ce patchwork de troupes, présenté comme une solution pragmatique à court terme, montre vite ses limites. Cette approche fragmentée affecte l'unité, la cohésion et le moral des soldats. Le soutien occidental demeure crucial pour l'Ukraine. Cependant, il devient clair que les systèmes d'armement sophistiqués, seuls, ne suffisent pas à remporter cette guerre. Chars, missiles, drones sont essentiels, mais ils nécessitent des opérateurs qualifiés et un réseau logistique solide pour être pleinement efficaces. Or, de nombreux soldats ukrainiens font état d'une formation insuffisante et d'un manque de matériel de base. Cette déconnexion entre les moyens matériels et les capacités opérationnelles devient un problème majeur au fil du temps. Pendant ce temps, la Russie fait preuve d'ingéniosité stratégique. Sa capacité à maintenir des opérations de haute intensité sur de longues périodes démontre la résilience de son industrie militaire et de sa logistique. Les analystes occidentaux ont longtemps sous-estimé les réserves russes. Mais sur le terrain, la réalité est bien différente. Des missiles aux drones, la Russie continue de démontrer une capacité impressionnante à reconstituer et à déployer son arsenal avec une grande précision. Le moral des troupes de part et d'autre est également déterminant. Les soldats ukrainiens, déjà épuisés par des mois de combat, sont sous une pression constante. Ils peinent à maintenir leur esprit combatif face à une offensive russe implacable. À l'inverse, les forces russes semblent animées par un sens du devoir historique. Ce contraste de morale ne se limite pas à une anecdote, il se reflète dans les résultats sur le terrain. Ainsi, la posture défensive de l'Ukraine devient de plus en plus réactive, tandis que la Russie continue de dicter les termes de l'engagement. Si cette tendance se poursuit, les conséquences seront profondes, tant pour l'Ukraine que pour ses alliés occidentaux. Sur le plan politique, le conflit prend également une nouvelle dimension. Le président Volodymyr Zelensky a débuté l'année avec un message pour galvaniser son peuple. Mais ce discours, censé inspirer, a tourné en fiasco. Après un discours émouvant de 20 minutes, diffusé à l'occasion du Nouvel An, il a publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant un missile censé symboliser la force et la résilience de l'Ukraine. Le problème, ce missile n'était pas ukrainien. Des internautes ont rapidement identifié les images comme provenant d'une vidéo de 6 ans montrant un missile sud-coréen. Cette erreur de communication a eu un impact négatif majeur. Au lieu de remonter le moral de son peuple, Zelensky a diffusé une rediffusion d'archives. Ce qui aurait dû être un moment de solidarité s'est transformé en fiasco médiatique. Ce n'est pas une simple maladresse, mais un échec qui nuit à la crédibilité de l'Ukraine sur la scène internationale. Alors que les soldats ukrainiens se battent en première ligne, le président Zelensky semble mener une guerre d'image. Certains analystes se demandent s'il dirige réellement un pays en guerre, ou auditionne-t-il pour un rôle dans une série politique dramatique. Le problème, c'est que ce genre de spectacle porte préjudice à l'image de l'Ukraine. Alors que la crédibilité du pays est déjà mise à l'épreuve, parier sur des coups médiatiques douteux ressemble à une tentative désespérée. Certains y verront une tentative de renforcer le moral en projetant une image de force, mais emprunter les symboles de puissance d'un autre pays semble davantage un aveu de faiblesse.
Le timing de cette erreur est d'autant plus regrettable que le soutien international reste crucial pour l'Ukraine. Pourtant, même si ce soutien perdure, de telles erreurs de communication risquent d'éroder la confiance des alliés. Technique, mais il l'a pratiqué uniquement sur simulateur. Donc ça prouve aussi, avec votre histoire, parce qu'il y a l'exploit en lui-même, mais ça prouve que les pilotes ukrainiens savent très bien utiliser les F-16. En tout cas, cette formation sur simulateur, visiblement, elle est efficace, puisqu'écoutez, il raconte, au début, je cherchais une cible, en bas, rien. Puis j'ai pris de l'altitude, j'ai soulevé le radar, et j'ai tout fait comme enseigné par les instructeurs aux États-Unis. Quelques virages, une explosion, en fil, il y en a un de plus, détonation encore, les fusées étaient 2. 4 missiles abattus par les missiles du F-16, 2 autres par le canon du F-16. Ça y est, le compte est bon. C'est bon. Donc ils savent utiliser ces fameux avions de chasse américains. Et pour les Ukrainiens, c'est un moyen, vous voyez, Bien sûr, le fait de tout raconter, c'est un moyen de prouver qu'ils en font bon usage, oui, de ces F-16 de conception américaine. Rappelez-vous, ils ont failli ne pas les avoir, hein. Souvenez-vous, janvier 2023. Il y a un an. Monsieur le Président, êtes-vous en faveur de l'envoi d'avions de combat F-16 en Ukraine? Non. Très clair. C'est fou, ça a changé en un an. On est passé à une autre échelle. En quelques mois, même. Ouais, En quelques mois, finalement, Joe Biden donne son accord quelques mois plus tard, mai 2023, depuis un sommet du G7 au Japon. Le temps de former les pilotes, de fournir les appareils. Les F-16 sont entrés en fonction au mois de juillet 2024 en Ukraine. Et depuis, le nombre de missiles russes interceptés par les Ukrainiens a augmenté. C'est ce que me disait tout à l'heure Xavier Titelman, qu'on connaît bien ici, expert aéronautique, qui sait mieux que personne analyser toutes ces données. L'exploit que je viens de vous raconter en est une illustration. Le problème, c'est que les Ukrainiens n'en ont pas beaucoup, des F-16, une quinzaine seulement. Ils attendent des Mirage 2000 français, normalement à partir de fin février, début mars, d'après les informations de Xavier Titelman toujours. Et ils ont profité de cet exploit de décembre, pour faire une autre demande. Imaginez ce que ce sera quand l'armement de l'armée de l'air viendra des F-35, ont-ils écrit en clôture de leur récit sur Facebook. Demande peu susceptible d'être exaucée. Le F-35, c'est l'avion de combat dernière génération des Américains. Un appareil dont ils ne souhaitent pas trop voir partager les secrets sur les réseaux sociaux ukrainiens. Mais justement, merci beaucoup Laura, c'est hallucinant. Alors vous avez... Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de Monde Multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.